Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle capsule qui va nous expliquer en profondeur la notion, la notion liée à l'optimisation fiscale de l'entreprise. Mais avant de continuer, je vous supplie d'abord que vous puissiez vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer la vidéo, partager la vidéo pour qu'elle puisse aider les restes de l'humanité. Et la notion liée à l'optimisation fiscale, c'est une notion très importante pour tout celui qui est dans les affaires, pour tout celui qui est dans l'entrepreneuriat, pour tout celui qui peut travailler dans la conseillerie fiscale. Cette notion est très importante pour vous. Et je pense que tout au long de la vidéo, vous saurez pourquoi elle est très importante. Alors, l'optimisation fiscale, c'est quoi concrètement par là? Et ce qu'il faut savoir, l'optimisation fiscale peut être définie comme l'ensemble des procédés légaux dans le but de minimiser la charge fiscale que les contribuables auraient normalement supportée. L'optimisation fiscale consiste à minimiser principalement l'impôt sur les bénéfices afin de maximiser les résultats nets après impôt dans le contexte des contraintes économiques de l'entreprise. Il s'agit donc d'un ensemble de décisions ou soit des procédés ou encore des choix effectués permettant de minimiser principalement la charge fiscale afin de maximiser les résultats après impôt tout en prenant en considération les paramètres de gestion et les contextes économiques de l'entreprise. Donc c'est ça au fait la présentation de l'optimisation fiscale que vous voyez là-bas. Et il ne faut pas confondre l'optimisation fiscale à la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est une manière de payer moins d'impôts tout en abusant à la loi. Donc les contribuables s'est donné l'autorisation de payer soit moins d'impôts ou de ne rien payer afin d'échapper à l'impôt. Donc ça se fait d'une manière volontaire, d'une manière intentionnelle. Les contribuables se décident, ils se réveillent seulement et ils se disent je ne paierai pas soit la totalité de mes impôts ou soit je ne paierai rien. Ça, c'est la fraude fiscale, tandis que l'évasion, et tandis que plutôt l'optimisation fiscale, c'est une question d'exploitation correcte de la loi fiscale. C'est une question d'opportunité fiscale que la loi nous offre et que les gestionnaires d'entreprise ont intérêt de saisir ces opportunités afin de prendre de bonnes décisions de gestion qui auront des implications fiscales positives au sein de leur entreprise. Et ces implications fiscales positives sont tellement basées à la réduction du montant de l'impôt payé dans la légalité. Voilà, c'est un peu ça la différence entre l'optimisation fiscale ainsi que la fraude fiscale. Parlons maintenant des techniques d'optimisation fiscale. Les techniques d'optimisation fiscale aujourd'hui sont devenues indispensables à la rentabilité de l'entreprise en raison de l'effet significatif de la charge de l'impôt et de la multitude des choix offerts par les législateurs fiscaux durant les différentes étapes de vie de l'entreprise. De ce fait, l'optimisation fiscale, c'est un problème des choix fiscaux dont disposent les chefs d'entreprise lors soit de la création de son entreprise, de son fonctionnement, voire même de son développement ou de sa croissance. Alors, les schémas que vous voyez là-bas, ça va vous expliquer d'une manière condensée la procédure de l'optimisation fiscale, comment ça se passe. L'optimisation fiscale peut être réalisée comme nous venons de le dire, soit à la phase de la création de l'entreprise, soit au niveau de son fonctionnement ou encore de sa croissance. Ce sont là les trois étapes qu'on peut retrouver dans l'entreprise
et pour lesquels l'optimisation fiscale peut être utilisée. Maintenant, si nous sommes à la création de l'entreprise, l'entrepreneur ou le créateur d'entreprise doit opérer des choix qui seront avantageux pour lui sur le plan fiscal. Premièrement, il faut opérer un bon choix du secteur d'activité. Il faut également opérer un bon choix du lieu d'implantation ainsi que de la forme juridique de la société. Quand on opère un bon choix sur le plan du secteur d'activité, c'est très important pour l'entrepreneur parce qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont tellement fiscalisés par rapport à d'autres. Même chose pour les choix autour du lieu d'implantation de l'entreprise. Il y a des activités où on peut avoir les mêmes activités qui sont imposées différemment et dépendamment de leur lieu d'implantation. Et si vous avez déjà eu le temps de suivre un peu la vidéo que j'ai publiée déjà sur cette chaîne concernant la fiscalité d'exception, j'espère que là, vous connaissez déjà un certain nombre de secteurs dans lesquels on peut investir et ces secteurs sont remplis des avantages fiscaux, des allègements fiscaux. Donc c'est à vous d'aller lire cette vidéo, d'aller la suivre, ça va vous édifier pour vous montrer quels sont les secteurs clés en République démocratique du Congo où on peut avoir des allègements fiscaux. Voire même, on avait parlé des lieux d'implantation en RDC. Par exemple, ici, on avait évoqué l'idée des zones économiques spéciales. Et dans ces différentes zones économiques spéciales, ce sont des zones qui sont remplies des allègements fiscaux. Donc, c'est à l'entrepreneur de voir où est-ce qu'il va implanter son entreprise. Les problèmes liés à la forme juridique de la société, c'est très important parce qu'il y a des activités ou bien des entreprises qui sont fortement fiscalisées parce que tout simplement, leur forme juridique, c'est une forme juridique qui a beaucoup d'impositions, beaucoup de trucs à remplir et il y a une fiscalité en grande envergure. Voilà pourquoi la forme est liée, donc la question liée au choix de la forme juridique est très capitale. Donc l'entrepreneur peut se décider soit de créer une société à responsabilité limitée ou soit une société anonyme. Donc c'est à l'entrepreneur de voir les choix de la forme juridique qui n'a pas beaucoup d'exigences en matière fiscale. On peut soit se décider de créer tout simplement une entreprise individuelle. Donc, ça dépend à l'entrepreneur d'analyser les incidences fiscales de chaque forme juridique avant même d'opérer les choix. Nous sommes maintenant au niveau du fonctionnement, de la phase du fonctionnement. Ici, il y a plusieurs techniques qu'on peut appliquer pour optimiser la charge fiscale. Premièrement, ici, il y a les techniques qui cadrent avec la politique comptable à effet fiscal. Donc ici, l'entreprise doit chercher à travailler sur sa comptabilité afin afin d'opérer des bons choix sur le plan des décisions dans sa comptabilité, dans son entreprise, afin de payer moins d'impôts. Ici, il y a beaucoup de techniques sur le plan comptable. On n'a pas le temps de développer une technique à l'autre, mais je peux peut-être soulever le cas de la politique fiscale liée au choix des financements d'un projet quelconque. L'entreprise peut avoir un projet qu'elle veut réaliser et pour réaliser ce projet, il y a naturellement des options. Soit l'entreprise peut recourir aux fonds propres ou soit l'entreprise peut recourir aux emprunts. Alors, ce qui est conseillé ici est de recourir aux emprunts parce que tout simplement, avec l'emprunt, l'entreprise sera en mesure d'engendrer d'autres charges financières en termes d'intérêts
en termes d'intérêt de cet emprunt. Et une fois les charges augmentent, une fois les charges gonflent, cela va faire en sorte que les résultats comptables de l'entreprise vont diminuer et de ce fait, l'entreprise paiera moins d'impôts. Il y a aussi la question liée à la gestion des investissements de l'entreprise ou des immobilisations. Donc ici, l'entreprise a le plein droit de choisir l'option qui sera la meilleure pour elle pour se faire doter des immobilisations. Donc l'entreprise peut choisir soit l'option liée à l'acquisition des immobilisations ou soit l'option liée à la location des immobilisations. Et là, il faut voir maintenant fiscalement par là, est-ce que c'est bien d'acheter seulement les immobilisations ou de les louer? Et il faut voir, mais ce que moi je vois un peu bien à ce niveau, c'est d'acquérir les immobilisations, de les acheter. Parce qu'une fois on achète les immobilisations, et les amortissements liés à ces immobilisations viendront en déduction des bénéfices qu'on va réaliser qu'on va réaliser dans l'entreprise. Parce que chez nous, en RDC, les amortissements font partie des charges déductibles. Donc, une fois on achète les immobilisations, l'entreprise aura au moins l'avantage de déduire les amortissements de ces immobilisations quand elle sera en train de calculer les résultats comptables. Donc, ça peut réduire la charge, donc ça peut augmenter plutôt la charge au niveau de l'entreprise. Et une fois la charge augmente, il y aura paiement de moins d'impôts. Il y a aussi la politique liée à la rémunération. Ici, l'entreprise doit maintenant choisir comment elle peut gérer la rémunération au sein de l'entreprise. Et ici, on fait beaucoup plus allusion à la gestion des rémunérations des associés. On sait que les associés sont rémunérés en termes de dividendes, donc chaque fin de l'année, les entreprises donnent à leurs associés les dividendes. Donc les associés sont rémunérés en fonction des dividendes. Maintenant, ici, les associés sont ils ont soit le choix d'opérer, soit de toucher seulement les dividendes ou d'être rémunérés comme les salariés. Maintenant, l'entreprise doit analyser ces deux options. Est-ce que c'est bon de payer seulement les dividendes aux associés ou de les considérer comme des salariés? Entre les deux, il faut voir quelle sera l'option qui va augmenter les charges afin que l'entreprise paye moins d'impôts. Et pour terminer, nous sommes à la phase de la croissance ou du développement de l'entreprise. L'entreprise, quand elle a déjà atteint sa croissance, elle peut penser à son expansion. Elle peut penser comment créer soit une filiale, soit elle peut procéder à la fusion ou à l'absorption d'autres sociétés ou tout simplement l'entreprise peut créer un autre établissement à l'étranger sous forme de succursale. Alors, l'une de ces trois options peut être choisie en fonction des avantages fiscaux, évidemment, que chacune peut engendrer. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais parler par rapport à ces schémas. Mais ce qu'il faut savoir, tout ce qu'on peut faire en matière de politique, tout ce qu'on peut faire sous forme de politique d'optimisation fiscale, l'objectif c'est quoi? L'objectif est de réaliser ce qu'on appelle les économies d'impôts. C'est ce qu'on cherche. Donc, toutes les bonnes politiques qu'on peut utiliser à la phase de création d'entreprise, à la phase de fonctionnement ainsi qu'à la phase de croissance de l'entreprise, ça fera en sorte que l'entreprise paiera moins d'impôts au-delà de ce qu'elle pouvait payer une fois, euh, une fois qu'elle n'était pas, une fois que l'entreprise n'avait pas encore pris de bonnes politiques dans sa gestion afin d'optimiser ses différentes charges fiscales. Donc, ça nous renvoie tout simplement à ce qu'on appelle la réalisation des
des économies d'impôts. Je peux vous donner par exemple, une fois l'entreprise a pris l'option de financer un projet, soit par les fonds propres ou soit par emprunt. Alors, une fois que l'entreprise finance les projets par les fonds propres, l'entreprise payera beaucoup d'impôts. Parce que, par exemple, si l'entreprise utilise les fonds propres pour le financement de son projet, elle peut réaliser soit un montant de $100 pour le paiement des impôts. Et une fois qu'elle vient d'adopter au financement par emprunt, l'entreprise peut soit réaliser les paiements d'impôts de $80. La différence entre l'impôt payé et avant l'utilisation d'une bonne politique fiscale, c'est ce qu'on appelle les économies d'impôts. Donc, si on fait 100 moins 80, ça va nous donner $20 qu'on va considérer comme les économies d'impôts. Alors, pour finir, je vais vous expliquer les 6 techniques principales d'optimisation fiscale que les entreprises utilisent. Premièrement, les entreprises font recours à l'endettement. Ça, on a déjà parlé. Et donc, l'endettement ou recours à l'emprunt, c'est le choix que les entreprises utilisent beaucoup plus pour optimiser leurs impôts parce que les emprunts augmentent les charges financières au sein de l'entreprise et la logique, une fois les charges augmentent, c'est-à-dire l'entreprise paiera moins d'impôts. Il y a aussi la politique liée à l'intégration fiscale. Cette appellation n'est pas beaucoup plus adaptée en RDC. Ici, on peut parler de la fiscalité des succursales. Donc, il y a des entreprises qui travaillent en groupe et ces entreprises jouent d'une certaine manière, elles cherchent comment s'endetter afin de gonfler les charges des unes dans leur groupe pour que les autres là, qui ont été bénéficiaires de ces emprunts ou de ces dettes puissent gonfler leurs charges afin de payer moins d'impôts. Il y a la politique liée au crédit et différentes réductions d'impôts. Cette technique s'applique beaucoup plus en France où la législation avait laissé une marge de liberté aux contribuables. Il y a beaucoup de crédits impôts en France. On peut parler de crédits impôts formation, de crédits impôts famille. Il y a tellement beaucoup de crédits impôts en France. Par exemple, à ce qui concerne les crédits impôts famille, ici la législation française avait autorisé aux entreprises de déduire un montant quelconque à toutes les dépenses que les entreprises peuvent réaliser pour le bien-être de leurs employés à ce qui concerne soit la création de garderies d'enfants. Donc l'entreprise peut créer une garderie d'enfants de leurs employés. Et ces dépenses-là réalisées dans de telles activités, la loi prévoit une déduction d'un montant quelconque qui viendra en diminution de l'impôt que l'entreprise payera. Nous avons également les exonérations. Les exonérations, c'est parmi aussi les grandes techniques que les contribuables utilisent pour payer moins d'impôts. Et ici, on peut parler des exonérations par la nature d'activité ou les exonérations liées aux opérations réalisées. Nous avons également la technique liée à la déduction des charges. Et on a déjà parlé de ça. C'est une technique qui entre beaucoup plus sur les plats comptables. Et ici, on utilise beaucoup plus la technique liée à la déduction des charges financières. C'est ce qui est beaucoup plus utilisé sur les plats comptables de l'entreprise. Donc, ici, l'entreprise doit beaucoup plus raisonner comment elle peut déduire ses charges au sein de l'entreprise, comment elle peut plutôt augmenter ses charges au sein de l'entreprise, parce qu'une fois les charges augmentent, l'entreprise paiera moins d'impôts. Donc ici, il faut jouer avec les charges au niveau de l'entreprise. La logique nous dit il faut tout simplement chercher à augmenter les charges d'une manière légale. Il faut
Il faut que l'entreprise s'arrange à chercher une bonne politique comptable qui va en fait lui donner, qui doit lui donner des avantages en termes d'augmentation des charges déductibles afin de payer moins d'impôts. Nous avons également la politique liée à la gestion des déficits. Dans d'autres pays, la gestion des déficits, c'est quelque chose euh, qui est d'actualité. Et il y a des pays où on impute les déficits des années antérieures aux années ultérieures. Par exemple, si l'entreprise a réalisé un déficit, un résultat déficitaire à l'exercice comptable N, l'entreprise peut imputer ce déficit aux bénéfices qu'elle peut réaliser à l'exercice comptable N plus 1, N plus 2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que les entreprises travaillent pour réaliser des économies d'impôts pour optimiser euh, leurs charges fiscales. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous aurez des préoccupations, nous sommes là pour vous apporter des précisions. Merci beaucoup et ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles publications. Merci, à la prochaine occasion.